Mesdames et messieurs, très cher public, je suis heureuse que vous soyez venus nombreux, mais ça ne m'étonne pas outre mesure. Depuis quelques années, nous sommes en effet habitués à accompagner un personnage assez exceptionnel, extravagant dirais-je, qui vous convie à partager avec lui la solitude d'une cabane en Sibérie, qui éventuellement vous emmène dans des chemins oubliés pour leur redonner une vie, découvrir au fond cette espèce de respiration de la terre et qui, de toute façon, ne manque jamais de poésie, ni évidemment de culture. Pas son dernier, mais un de ses derniers ouvrages, en effet, nous emmène tous en Grèce et nous réconcilie avec l'Iliade et l'Odyssée. Ce n'est pas rien. Alors maintenant, j'ai assez parlé, et vous vous réjouissez, comme moi, d'applaudir notre ami Sylvain Tesson. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on doit encore vous présenter Sylvain Tesson, je vais essayer de le faire relativement brièvement, rapidement et de manière aussi complète que possible. Géographe de formation, titulaire d'un DEA de géopolitique. Vous commencez à voyager dans les années 90, 90 pour ceux qui n'auraient pas la traduction simultanée. Vous êtes l'auteur de nombreux récits de voyage, d'essais, de nouvelles. Vous avez reçu le prix Goncourt de la nouvelle en 2009 pour Une vie à coucher dehors, le prix Médicis Essai en 2011 pour Dans les forêts de Sibérie et le prix des Hussards en 2015 pour Bérésina. J'en oublie quelques autres, ce sont les principaux. Votre dernier ouvrage, Un été avec Homère, coédité par France Inter et Les Équateurs, nous allons en parler tout à l'heure, mais j'ai envie de commencer par quelque chose de tout simple. Vous sortez de la visite du musée Barbier-Muller et de l'exposition. Il faut que vous nous en disiez quelques mots avant qu'on entre de plein pied chez Homère. Je sors tout juste de la visite de l'exposition Sylvia Béchelier au musée Barbier-Muller. Et je dois vous dire que quand on sort du musée, on a envie de faire tout autre chose que de parler. Pourquoi ai-je l'impression que je devrais à présent me taire? Parce que je suis sous le coup de l'émotion. Pour une raison très simple, c'est que je ne crois pas qu'il s'agisse d'une visite tout à fait neutre. Quand on est amené à passer quelques minutes, car c'était une visite trop courte, devant les œuvres qui sont exposées au musée Barbier-Muller, que fait-on? On rencontre des objets qui ne sont pas uniquement des artefacts, mais qui sont chargés de présence et qui ont eu des usages qui n'étaient pas uniquement destinés à célébrer la beauté ou à explorer des formes esthétiques de représentation, mais qui avaient des usages destinés à faire des voyages. Et le voyageur que je suis, qui a passé 30 ans de ma vie à parcourir des paysages, à traverser des océans, à dormir dans les forêts, à parcourir des chemins, à grimper des montagnes, ce voyageur-là, c'est-à-dire moi-même, a l'impression de faire un autre voyage en regardant des masques mortuaires, ou des stèles, ou des masques de fête, ou des statuettes de la fécondité, ou des bijoux indiens, ou des déesses de Bactriane, c'est-à-dire tout ce que l'on peut voir et moissonner de quelques coups d'œil en visitant le musée. Et il s'agit d'un voyage. Sauf que ça n'est plus un voyage dans le plan euclidien, c'est-à-dire à la surface des choses. Ça n'est plus un voyage du paysage, ça n'est plus un voyage de la géographie, ça n'est plus un simple itinéraire dessiné sur la surface des cartes, mais c'est un voyage dans les arrière-plans et les arrière-mondes. C'est ce que je voulais dire quand je disais que j'étais ému. La succession quasi simultanée d'un voyage en Mésopotamie puis d'une visite du musée Barbier-Muller, c'est un peu trop pour un seul homme. C'est comme un transformateur électrique qui accumulerait trop d'énergie et trop de voltage. Je suis quasiment au bord du disjonctage psychique, mais rassurez-vous, je vais quand même me contenir, les fusibles ne sauteront pas, mais simplement je voudrais expliquer en termes moins abstraits et moins plaisantins la véritable valeur de ces rencontres avec les objets. Je me souviens
que mon grand-oncle, qui s'appelait Claude Charpentier, qui était le petit-fils de Gustave Charpentier, le musicien, le compositeur de la fin du 19e siècle, m'avait fait cadeau, quand j'étais un très jeune enfant, d'une hache polie du néolithique. C'est l'artefact humain que je possède chez moi, dans ma toute petite collection, qui est le plus ancien. Et j'aime cet objet, j'aime le saisir dans ma main. J'aime me rendre compte qu'une très très longue chaîne de mes semblables l'ont tenu dans leurs mains, et que cet objet est chargé d'une valeur indescriptible, qu'on ne peut pas tellement formuler, sauf que j'en ai trouvé la formulation un jour dans les lignes du journal de Ernst Junger, qui, le 10 mai 1945, dans un livre qui s'appelle « La cabane dans la vigne », tient son journal et décrit le moment où il tient dans le creux de sa main un petit objet qui possède des milliers d'années d'âge, et il dit cet objet est un éclat d'une unité qui a été perdue. C'est-à-dire qu'un jour, il y a eu une aspiration des hommes qui a été commune vers le ciel, vers une transcendance, vers quelque chose qu'on peut appeler une singularité. Enfin, on peut lui donner précisément beaucoup de noms différents. Et c'est ce que les cultures plus tard ont essayé de faire, c'est de formuler de manière très singulière ce qui autrefois appartenait à un sentiment unique. Et Junger conclut sa méditation sur le fait de tenir dans ses mains cet objet immémoriel par cette phrase saisissante qui me semble être la juste formulation de tout ce qui prouve un visiteur du musée quand il passe devant ces vitrines peuplées de masques. Il conclut en disant « Un jour, nous saurons que nous nous sommes connus ». Je trouve cette phrase tout à fait à la fois glaçante et saisissante, et elle décrit très bien l'état dans lequel je me trouve après avoir vu l'exposition. Voilà cette longue réponse, pardon, un peu laborieuse, mais qui trahit mon émotion. Il n'y a pas de souci, je vais vous relancer en plus, parce que j'aimerais remercier vos fusibles d'avoir tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Ceux d'autant plus qui vont être mis à rude épreuve dans les heures qui viennent, puisque vous repartez en Syrie. Oui, je repars en Syrie jeudi prochain pour accompagner une équipe d'archéologues qui se livre à un grand projet sous le patronage de l'UNESCO consistant à inventorier les ruines de quelques hauts lieux archéologiques du pays, qui ont été mis à très rude épreuve ces derniers temps en particulier et depuis des millénaires en général, et qui sont des lieux que vous connaissez très bien, Palmyre, la vieille ville d'Alep ou le Krach des Chevaliers. Et il s'agit pour ces archéologues de faire un inventaire avec les nouvelles technologies que je ne pourrais absolument pas vous décrire parce que je n'y connais rien, mais grosso modo de faire un inventaire photogrammétrique des gravats et des décombres et des ruines afin de recréer des représentations comment appelle-t-on ça, en 3D, tridimensionnel, avec les nouveaux appareillages technologiques, qui ensuite permettent de faire des visites virtuelles de ces temples, et peut-être donnent aux architectes ensuite la possibilité et l'aide et la possibilité de reconstruire à l'identique ces temples. Voilà, je vais donc à nouveau, nous ne sortons pas du sujet, je vais continuer à faire mon exercice de navette consistant à faire des allers-retours entre le présent et la très longue mémoire. Ça ne nous éloigne pas du tout de votre dernier ouvrage, Un été avec Homère. On va dire rapidement que cet ouvrage s'inscrit dans une série. Au départ, ce sont des émissions de radio pour France Inter. Mais vous dites au début de cet ouvrage, les Grecs nous renseignent sur ce que nous ne sommes pas encore. Ça rejoint parfaitement ce que vous venez de dire. Oui, enfin c'est une formule un peu tautologique pour expliquer qu'il y a une présence d'Homère. Homère pas mort. C'est tout à fait paradoxal de considérer le caractère contemporain du poème homérique, parce que Homère peut apparaître à certains d'entre nous. Et quand je dis certains d'entre nous, je veux dire moi-même, comme une sorte de monument
de la littérature antique, très solennelle, très austère, recouvert de poussière, recouvert de la gloire des âges, mais très lointain. C'était ce que moi j'en avais retenu de mes quelques études poussives lorsque j'étais ce petit cancre à peu près conforme à la normalité d'un lycéen parisien à la fin du XXe siècle. Et tout à coup, je me suis replongé dans la quarantaine dans le poème d'Homère et je me suis aperçu qu'en fait, je lisais un poème qui aurait pu être écrit avant-hier matin. C'est ça que je veux dire par le fait que Homère décrit ce que nous n'étions pas encore et ce que nous étions en train de devenir. Il y a deux choses. Il y a une modernité saisissante, impressionnante du discours d'Homère, du propos d'Homère, de la poésie d'Homère, quelque chose qui renseigne sur l'homme. Et il y a probablement là la preuve que nous sommes traversés par des invariants, des grandes structures humaines qui n'ont pas évolué depuis la nuit des temps homériques et qui sont la recherche de la gloire, la recherche du pouvoir, la recherche de l'amour. Et cette impossibilité que nous avons de trancher entre la volonté de nous dépasser, d'agir dans toutes les modalités de l'excès, et puis celle parfois de revenir à une vie plus tempérée. Voilà, nous sommes en permanence écartelés entre l'art de la fugue et le clavecin bien tempéré. Et tout ça est assez difficile à trancher. Et c'est, à mon avis, l'une des grandes propositions d'Homère que de faire de cette difficile oscillation l'un des thèmes principaux de son poème. Alors c'est vrai qu'en vous lisant, on se rend compte qu'Homère est extrêmement utile aujourd'hui. Vous parlerez aujourd'hui à la Maison de la Paix avec Frédéric Beigbeder dans le cadre d'un colloque consacré à l'intelligence artificielle. Si je vous ai bien lu, Homère, ce vieux compagnon d'aujourd'hui, c'est peut-être un des seuls qui est capable de chasser le cauchemar post-humaniste. Je vous cite. Oui. C'est-à-dire que... qu'est-ce que c'est? D'abord, il faudrait peut-être définir ce que j'appelle le cauchemar post-humaniste. Le cauchemar post-humaniste, c'est ce qui est en train de se mettre en place dans nos environnements de société, dont nous sommes très étonnamment à la fois les victimes et les bourreaux. Du Bellay avait magnifiquement formulé cette idée-là en parlant de la servitude volontaire. Nous aimons, nous autres les hommes, nous aimons nous asservir de notre plein gré, nous aimons nous soumettre, parfois à des tyrans, parfois à des idées, parfois à des dieux, parfois à des comportements. Et en ce moment, dans l'histoire de l'humanité, il y a cette chose très étrange, très inédite et très bizarre, que nous nous soumettons avec notre facilité toujours répétée au fétichisme, nous nous soumettons à la technique. Nous sommes devenus des fétichistes d'un nouveau veau d'or qui ne s'appelle plus la puissance, qui ne s'appelle plus la gloire, qui ne s'appelle plus la conquête, qui ne s'appelle plus la richesse d'ailleurs, mais qui s'appelle la technologie. Tout ça me fascine beaucoup, enfin ça fascine tout le monde d'ailleurs. Nous sommes dans un moment de grand désarroi car nous sommes en train de vivre une mutation, enfin, que je ne vais pas vous énumérer parce que ce n'est pas le sujet de notre propos aujourd'hui, mais qui s'appelle la mutation digitale, numérique, cybernétique, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais elle est très récente, elle est très inédite, elle emporte tout. C'est un raz-de-marée, plus rien ne ressemblera aujourd'hui à ce qu'était le monde il y a 20 ans, et jamais l'humanité a connu, bien entendu, des mutations, des grandes bifurcations, mais qui n'ont jamais possédé ce caractère si rapide et une telle accélération, et qui n'ont jamais concerné les fondements même de notre rapport au monde. Enfin, il se passe quelque chose qui est proprement effrayant, et c'est ça que moi j'appelle le cauchemar post-humaniste. Ce cauchemar post-humaniste est d'ailleurs orchestré par un certain nombre de chefs d'orchestre qui l'appellent de leur propre vœu. Je désigne par là les grandes figures de la Silicon Valley qui sont en train de nous promettre cet avenir connecté
et augmenter. Et pour l'instant, moi, je ne vois pas que la vie humaine et que la vie de l'humanité soit améliorée. Je ne trouve pas que l'homme soit devenu plus mystérieux, je ne trouve pas qu'il soit devenu plus inspiré, je ne trouve pas encore qu'il soit devenu plus intelligent, alors que pourtant le discours qui m'est déversé en permanence par les grands promoteurs de cette révélation numérique est en train de me dire le contraire et que nous nous acheminons vers des lendemains radieux pourvu qu'ils clignotent et qu'ils soient connectés. Moi, je n'ai pas du tout l'impression que cette clique du clic, on pourrait l'appeler comme ça d'ailleurs, cette clique du clic numérique soit véritablement en train d'améliorer le sort de l'humanité. Et c'est là où je réponds précisément à votre question, oui, je dis que Homère, dans son poème, trace les grandes structures qui fondent la proposition de notre traversée de cet intervalle très court qui s'appelle la vie et qui dure quelques dizaines d'années et au mieux peut-être un siècle chez les plus endurants, chez ceux qui ont le plus de patience et qui sont le moins lassés. Il propose quelques pistes qui sont les pistes de la recherche de l'héroïsme, de la recherche de la postérité, du maintien dans une vie équilibrée et harmonieuse, de la fidélité, de l'amitié, de la lutte contre le penchant à la rage et à l'excès, et au débordement. Et tout ça, tous ces invariants-là qui traversent nos vies, qui me semblent n'avoir pas véritablement évolué, ça je l'ai déjà dit, tout cela me semble apporter des réponses autrement plus intéressantes que ce que nous proposent les démiurges de l'homme millénaire ou de la réalité qui est tellement complexe, tellement chatoyante et tellement superbe qu'elle n'a véritablement pas besoin d'être augmentée par des adolescents qui nous expliquent que le microprocesseur offrira des opérations plus intéressantes que celles qui existent déjà. La chose ne m'a pas frappé avant d'avoir mis le nez dans votre livre, mais après vous avoir lu et après avoir constaté avec vous la modernité d'Homère, je me suis demandé si la silhouette qui orne la couverture était un hasard ou pas. C'est une silhouette qui est en train de lire, mais elle fait exactement le geste de quelqu'un qui est en train de faire un selfie. Oui. Bravo, vous faites là une surinterprétation, je pense, mais vous avez raison, c'est ce nouveau geste qui consiste à brandir non plus un glaive entre soi et le monde, mais un appareil photo, enfin un miroir. Oui, enfin d'ailleurs le selfie, si on réfléchit bien, est une... Il y a une très jolie définition, les Québécois l'appellent l'ego-portrait. Oui, c'est amusant, oui. Oui, le tout à l'ego. Le selfie est d'ailleurs une transposition moderne de ce que les Grecs avaient imaginé, avaient formulé avec le mythe de Narcisse et de sa flaque. Finalement, comment s'appelle-t-il, Zuckerberg n'est qu'un inventeur d'une flaque de Narcisse, mais d'une flaque cybernétique, mais qui provoque exactement la même chose, c'est-à-dire la dissolution de l'individu dans son reflet qu'il croit être l'horizon limite de son existence. Mais vous avez raison, il y a un geste commun. Enfin, cela dit, encore une fois, c'est aussi le geste qui consiste à brandir un glaive. Absolument. Tout livre est dangereux, tout livre est une arme de papier. Et d'ailleurs, les totalitarismes, pardon de parler de cela, mais parce que comme j'arrive de Mossoul, je suis encore très imprégné de ce qu'a vécu ce lieu, cette ville du Tigre, et pas plus tard qu'il y a 1 an et quelques mois. Tous les totalitarismes s'en prennent d'abord aux livres, et puis ensuite ils s'attaquent aux hommes. Pour écrire cet été avec Homère, vous avez séjourné dans les Cyclades sur l'île de Tinos et vous dites que vous croyez à la perfusion de la géographie dans nos âmes. Depuis quand y croyez-vous? Depuis votre formation de géographe ou c'est au fur et à mesure que vous avez arpenté les paysages, que vous en êtes imprégné, que cette idée de la perfusion s'est imposée à vous? Non, ça n'est pas du tout
une impression que j'aurais bâtie à la suite d'une déduction due à un long raisonnement dont d'ailleurs je suis bien incapable. C'est une intuition que j'ai contractée dès mon plus jeune âge, quand j'ai fait la chose que tous les enfants devraient être finalement contraints à faire, c'est-à-dire dormir dans les bois. Et au moment où je me suis allongé un jour sur le sol d'une forêt, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'organique, d'ailleurs de très archaïque, mais qui nous ramène d'ailleurs à tous ces thèmes autour desquels nous sommes en train de circuler depuis maintenant un quart d'heure, c'est-à-dire le rapport archaïque, organique et très immémoriel à la nature et non pas à la virtualité. Et quand je me suis pour la première fois livré à cette pratique du bivouac dans les forêts d'Île-de-France, puisque je suis un petit Parisien, j'ai senti que j'appartenais à un écosystème qui était plutôt celui du calcaire et de la forêt. Et ensuite, au cours de mes voyages autour du monde, je me sens chez moi quand je suis dans ces milieux-là. Alors, il faut faire attention parce que de ce constat d'enfant, on peut avoir vite fait de tirer une théorie d'ordre politique consistant à dire qu'il y a un déterminisme géographique et que les sociétés humaines ont fait les choix qu'elles ont faits et se sont livrées aux options de développement qui ont été les leurs parce qu'ils appartiennent à un certain paysage. Ça, ce sont des théories qui ont donné le meilleur et le pire idéologiquement, puisque précisément il y a quand même une modalité supérieure au déterminisme géographique qui s'appelle la culture. On ne peut pas dire qu'on est ce qu'on est parce que l'on vient du granit ou que l'on vient du calcaire. On ne peut pas dire que l'on a atteint ce degré de développement technique parce que l'on vient du froid ou que l'on vient du chaud. Non, ça s'appelle le déterminisme géographique, et toutes les écoles de géographie humaine d'ailleurs se sont échinées depuis quelques années à battre en brèche ces théories-là. Mais il n'en reste pas moins qu'on peut quand même considérer que les paysages, la beauté des lieux a une influence sur la personnalité, et qu'en tout cas il y a des goûts qui ne sont que tout le monde ne partage pas pour certaines atmosphères naturelles. Et nous connaissons tous des hommes qui sont plutôt des hommes du brouillard et d'autres qui sont des hommes de la lumière limpide, certains qui préfèrent les montagnes, les douces montagnes et la moyenne montagne des alpages, et puis d'autres qui préfèrent les glaces sans les hommes. Alors ensuite, l'autre développement de ces constats-là serait de se demander si ça influence l'état d'esprit. Moi, je crois un peu. Laurence Durel, que je cite, dit que nous sommes les enfants de nos paysages, et je le crois. Et c'est pour ça que je suis allé moi m'installer sur cette île des Cyclades qui s'appelle Tinos, qui est dans le sud des Cyclades, une île qui n'est pas une île calcaire d'ailleurs, qui est une île volcanique, mais qui est baignée de soleil, qui est évidemment entourée de la mer, hein, c'est un pléonasme. Et où le vent est une expérience extrême, visiblement. Oui, le vent ne cesse de souffler, le meltem grec, et on comprend mieux ce que la manière dont Homère a pu féconder son poème, parce que Homère est un géographe. Dans toute l'Odyssée, dans toute l'Iliade, les grands éléments de la géographie grecque sont à l'œuvre, sont des personnages quasiment à part entière. C'est un géographe, c'est aussi un poète. Vous dites que l'Iliade et l'Odyssée auraient dû clore la création littéraire, mais vous dites aussi qu'avec Homère, on comprend que la littérature donne corps à la vie. Moi, j'ai envie de vous dire, Sylvain Tesson, qu'avec vous, la vie donne corps à la littérature. Oui, c'est une boutade quand je dis qu'il aurait pu clore l'expérience de la production littéraire. Ce d'autant que la littérature n'existait pas en tant que telle. Non, il n'était pas non plus le premier. Il y avait eu d'autres épopées mythologiques qui avaient été écrites, mais c'est une manière pour moi de dire que il semblerait ensuite que toutes les propositions
soit d'explication du monde, soit de description de l'homme, finalement ne sont qu'un bégaiement et une répétition de ce qu'on peut lire dans l'Iliade et l'Odyssée. Mais enfin, c'est une phrase absurde que celle que j'écris, puisque heureusement qu'il y a eu Shakespeare, heureusement qu'il y a eu Lamartine, Paul Valéry. Enfin, on peut ensuite, on peut évidemment battre en brèche cette idée qu'on aurait dû clore toute expérience poétique après Homère. C'est comme le type qui vous dit qu'il y a eu les grottes de Lascaux et puis ensuite l'art est rentré dans une période de décadence. C'est dommage qu'on ne se soit pas contenté de cette exposition magnifique et très modeste de surcroît, puisqu'il était mené dans des souterrains de cavités. Non, évidemment, c'est une absurdité. Alors, vous parlez de la vie et de la poésie. Oui, il se trouve que moi, je ne suis pas du tout un écrivain de l'imaginaire. J'ai besoin d'écrire ce que je vois. Et je ne considère pas que ce que je pourrais inventer en ayant recours à ma capacité de fiction serait plus intéressant que la réalité. Je ne crois pas que le paysage que je pourrais créer avec le simple recours à mon invention serait plus beau que ceux qui m'est arrivé de traverser. Et je ne crois pas que les situations que je pourrais bâtir entre les hommes auraient plus de valeur que celles dont il m'est arrivé d'être le témoin. Voilà pourquoi je crois profondément à une littérature organique qui vient tirer son inspiration du réel. Je crois à la perfusion de toute l'épaisseur de la vie dans le corps de la littérature. Et je crois profondément que si les descriptions d'Homère, les descriptions de la nature d'Homère, des bêtes, des végétaux et de la mer sont si frappantes, si photographiques ou si picturales, et si elles sont si vraies, c'est parce que Homère les a vécues. Il a été probablement un marin. En tout cas, il lui est arrivé de contempler, de sentir la brûlure du soleil sur sa peau. Sinon, s'il n'avait été qu'un idéaliste et un manipulateur d'abstraction, son poème n'aurait jamais eu cette épaisseur et cette vérité. À propos de l'Iliade, vous vous interrogez s'il s'agit d'une prémonition assez fulgurante d'Homère ou si l'homme finalement est invariable. Vous penchez plutôt pour la deuxième hypothèse. Alors, on a vu que les représentations artistiques pouvaient varier, mais finalement, l'homme ne change pas tant que ça. Oui, c'est-à-dire, que dit l'Iliade ? L'Iliade dit que, au nom d'une crise qui ressortit à la simple vanité et à la susceptibilité, Achille tout à coup rentre dans une colère pathologique qui entraîne un déchaînement de violence sur la plaine de Troie. À ce moment-là, les hommes se battent, mais ils se battent hors des conditions normales, enfin si je puis dire, si tant est qu'il y ait une normalité à l'hostilité, mais hors des conditions habituelles de la guerre. C'est-à-dire la confrontation de deux forces en vue de la conquête d'un territoire ou d'une richesse. Il y a tout à coup dans le déchaînement de force sur la plaine de Troie dans l'Iliade, un déchaînement qui est sans objet. Les Troyens contre les Grecs, les uns n'essaient plus de repousser l'autre, les autres n'essaient plus de conquérir Troie, ça devient une guerre pour la guerre. Ça devient la guerre comme origine du monde, selon le mot d'Héraclite. Ça devient la guerre comme plus vieux métier du monde. Ça devient la guerre comme penchant, comme malédiction de l'homme qui ne peut pas faire autre chose que se battre et que tuer. Et même les dieux finissent par être dégoûtés de ce débordement de l'homme qui sort de lui-même. C'est cet épisode qui, pour moi, est le plus effroyable de l'Iliade, où le fleuve qui parcourt la plaine de Troie, le Scamandre, sort de son lit et essaye d'arrêter Achille parce qu'il déborde de sang et de cadavres, et même le cosmos est déréglé par la folie de l'homme, et même les dieux finissent par être dégoûtés par les emportements de l'homme.
C'est ce que les Grecs appelaient l'oubris, le déchaînement, le dépassement, la folie. Eh bien, il me semble, et c'est pour ça que vous utilisez ce mot de prémonition, oui, il me semble, mais sans doute ce que je vais dire ici aurait-on pu le dire il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, d'où l'extraordinaire permanence de la référence et du recours à Homère dans les explications que les hommes ont fait de leur propre temps. Il me semble qu'aujourd'hui, en 2018, alors où nous parlons, il y a un débordement, enfin, pour qu'il me semble, c'est qu'il est tout à fait constatable. Il y a un dépassement de l'homme qui est sorti de ses limites, qui est sorti de ses gonds, et qui a créé une modification du poème initial, climatique, génétique, atomique, moléculaire, dans le champ de l'infiniment petit et dans le champ de l'infiniment grand. Nous sommes arrivés à la capacité de réécrire tout à fait les fondamentaux structuraux de la vie et de la matière, et peut-être avons-nous fait déborder les fleuves. Et peut-être que tous les signaux d'alerte dans les équilibres naturels qui sont en train aujourd'hui de s'allumer tout autour de la planète, et que nous commençons à ressentir dans le champ très rétréci de nos vies individuelles, peut-être y a-t-il là un écho de ce que j'appelle, oui, la prémonition d'Homère, c'est-à-dire l'idée que parfois le corps céleste, le cosmos, la Terre, ensuite tout n'est qu'une question de mots et de sémantique, mais tout à coup quelque chose, une instance qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas l'instance humaine, se refuse à ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire à notre débordement. Vous ne dérogez pas à la règle, vous analysez le monde d'aujourd'hui, extrêmement contemporain, à la lumière d'Homère, à sa lecture, et vous dites par exemple, maintenez la distance si vous tenez à la survie du divers, la diversité impose que chacun conserve sa singularité, c'est l'enseignement homérique. C'est particulièrement intéressant dans un pays comme la Suisse, pays singulier dans une Europe de moins en moins diverse. Oui, ce qui m'a beaucoup étonné dans l'Iliade et dans l'Odyssée, c'est que nous sommes dans le monde du divers. Quand Ulysse, au cours de son retour à Ithaque, aborde une île, premièrement, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer, et deuxièmement, ce qu'il va rencontrer, bêtes, hommes, dieux, magiciennes, sorcières et populations, seront très différentes de l'île d'à côté. Il va de monde en monde, il va dans un archipel qui n'est pas du tout universel, et qui, au contraire, est tout à fait diffracté. C'est-à-dire que le monde archipélagique grec, la représentation du monde chez le grec est une représentation de mosaïque. On ne sait pas ce qu'on va trouver quand on aborde sur un rivage. Nous sommes très loin de l'uniformisation. Or, nous autres contemporains du XXIe siècle, nous sommes dans un monde qui ne ressemble pas du tout à ce monde du divers. Nous sommes au contraire dans un monde de la circulation, du flux permanent et donc de la standardisation. Je n'aimais pas du tout d'échelle catégorielle hiérarchique pour dire que l'un vaut mieux que l'autre, mais je constate simplement que nous avons quitté la représentation d'un monde de l'archipel de la diversité. Nous sommes arrivés à une circulation et à un mélange des hommes, et très paradoxalement, mais peut-être que ce paradoxe n'est que l'expression de notre effroi et de notre désarroi, très paradoxalement, jamais le discours culturel, gouvernemental, politique, médiatique n'a eu recours autant à la notion de diversité. La diversité qui est devenue comme une sorte de catégorie dogmatique qu'il faudrait applaudir, qu'il faudrait célébrer, qu'il faut aimer avant tout, et alors même qu'elle est en train de disparaître. C'est ça que je veux dire en disant que si on veut conserver le divers, il faut le maintenir à distance. Je crois que la distance entre les éléments de la diversité est une condition de leur maintien et de leur perpétuation. Ça pose la question de l'appartenance. Impossible de se montrer fier de son propre reflet si l'on ne peut pas se prétendre de quelque part, écrivez-vous. Vous, Sylvain Tesson, vous diriez que vous êtes d'où ? Alors, avant de parler de moi, qui sera la partie de ma réponse à votre question qui aura le moins d'intérêt, je voudrais simplement revenir sur cette idée de l'appartenance, de l'appartenance à un port d'attache qui permet, à mon avis, d'augmenter les capacités d'accueil de ce qui n'est pas soi-même, c'est-à-dire de l'étrange. Ulysse
pendant 24 chants, n'a qu'une idée, c'est de rentrer chez lui. Alors on peut en faire la figure de l'aventurier suprême, l'explorateur, celui qui ne cesse d'avoir la curiosité du monde. À chaque fois qu'il arrive sur le bord du Nil, c'est très intéressant de lire le début des chants de l'Odyssée, qui est une succession d'aventures. À chaque fois qu'il arrive sur un rivage, ces hommes lui disent tuons quelques mammifères, enfin quelques bœufs ou quelques chèvres, faisons un festin et tirons-nous, regagnons le large. Car pour le grec, la haute mer, c'est la sécurité. Le danger arrive de l'accostage. Et Ulysse dit non, on va voir d'abord, on va explorer, on va s'aventurer, on va rencontrer, on va découvrir, on va risquer sa vie, on va vivre la mission finalement de l'homme sur la terre, qui est d'aller voir de l'autre côté de la forêt. Cette mission exploratoire, superbe, percer les ténèbres, déchirer le rideau. Ulysse est le premier des explorateurs. Mais sans doute tire-t-il cette force qui lui permet de sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans cette espèce d'infralangage managérial, sa zone de confort, c'est-à-dire en fait son environnement familier, son habitude. Il va insulter l'habitude, peut-être parce que il a un port d'attache, un enracinement à Ithaque, avec sa femme, avec son fils, avec sa souveraineté, avec sa seigneurie, avec sa possession, avec son domaine, qui le prémunit de tout danger. C'est pour ça que je dis que jamais finalement l'explorateur, jamais celui qui a voué sa vie à la rencontre du monde n'a été aussi confirmé dans sa capacité d'accueillir l'étrange et l'étranger que celui qui a un port d'attache très solide. Je crois beaucoup, moi, à cette allégorie du bateau, quoi, le bateau qui fait le tour du monde mais qui revient à son port. Alors après, vous me dites d'où suis-je ? Moi, je vous réponds, alors géographiquement, je suis français de l'Île-de-France. Écosystémiquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'appartiens beaucoup plus au calcaire et au climat tempéré qu'au granit. J'aime venir sur le granit pour grimper les montagnes, mais c'est du domaine du loisir, enfin de l'amusement, du divertissement. Mais mon être profond se reconnaît beaucoup davantage dans le calcaire, c'est-à-dire la pierre de la stratigraphie, la très vieille pierre, qui est une pierre du dépôt, de la sédimentation, une pierre de la mémoire, une pierre qui tombe. Le calcaire, ça tombe, c'est de la poussière organique de vie qui s'est peu à peu sédimentée et puis qui a donné les couches que nous connaissons. C'est la pâte des morts, le calcaire. Paris, qui est une ville de calcaire et non pas de molasse, parce qu'ici nous sommes dans la molasse. Paris, qui est une ville de calcaire, est un coquillage. Les cathédrales du bassin parisien sont construites avec des milliards de petits êtres qui ont vécu, qui se sont déplacés, qui se sont reproduits. Si on est dans une pensée d'arrière-plan et dans une pensée où le regard tente de percer le premier rideau des apparences, on ne peut pas circuler dans cette ville sans comprendre qu'on est dans un cimetière organique. Et c'est très impressionnant pour les âmes qui entendent autre chose que la musique immédiate et pour les yeux qui voient autre chose que le paravent des choses. C'est très impressionnant de voir les fossiles dans le moellon des constructions, des parapets, des quais de Seine. Moi, je me sens du calcaire et je me sens du ciel d'Île-de-France, très bien représenté dans une certaine peinture tout à fait sage et classique du 19e siècle. Je me sens voilà, c'est mon port d'attache, c'est mon Ithaque, c'est là où est ma famille. Avec des gens qui sans doute, tout de même, grâce à la fantaisie de mon père et de mes sœurs, sont un tout petit peu plus rigolos que Pénélope. Et symboliquement, il y aurait symboliquement, ça pourrait être ailleurs ? Oui, enfin, symboliquement non, mais j'ai trouvé une seconde mère patrie qui était la Russie, mais qui n'est pas très éloignée, parce que d'abord c'est le même continent, c'est l'Eurasie, ce sont des climats qui certes sont continentaux en Russie et qui donc sont excessifs, mais dont le nœud central est quand même... finalement, le climat sibérien, c'est un climat tempéré, mais qui tourne mal.
c'est une forme d'écosystème qu'on peut trouver en Europe de l'Ouest, mais qui est un peu excessif, quoi, qui s'est radicalisé, comme on dit aujourd'hui en termes politiques. C'est le climat tempéré qui est fiché S. C'est ça le climat sibérien. Alors, moi j'ai rencontré un jour la Russie, c'est-à-dire son immensité, sa démesure, et par la vertu de ce fait que nous sommes les enfants de nos paysages, les Russes qui peuplent ces territoires excessifs, extrêmes et immenses sont des êtres dont la force vitale, dont le rapport à l'autre, dont le rapport à la conversation, dont le rapport à la vie, dont le rapport aux choses, est un tout petit peu moins corseté par la componction que celui que les Parisiens peuvent avoir. Voilà, enfin, en gros, l'éléphant qui se sent dans un magasin de porcelaine quand il est à Paris se sent un peu plus libre de ses mouvements lorsqu'il est en Sibérie ou avec des Sibériens. Le temps passe à toute vitesse, il nous reste quelques minutes avant que je donne la parole à la salle, mais j'aimerais revenir sur une chose qui vient plusieurs fois dans votre livre. Vous nous rappelez qu'on devrait se souvenir d'Homère chaque matin avant de lire le journal. Et vous donnez des définitions qui sont assez formidables. Par exemple, la civilisation, c'est quand on a tout à perdre, la barbarie, c'est quand ils ont tout à gagner. Oui, alors d'abord, si je dis cette phrase qui compare la très longue profondeur mémorielle de la poésie avec l'instantanéité mortelle et éphémère du journal, c'est pour deux raisons. C'est d'abord parce que j'ai lu Péguy, l'idée n'est pas de moi, mais elle appartient à Charles Péguy, elle a été formulée autrement mieux que je viens de le faire. Puis parce que deuxièmement, moi j'ai été élevé dans une famille de journalistes, vous en avez parlé tout à l'heure, où finalement j'ai été toujours fasciné par la capacité que mes parents avaient de considérer le caractère très éphémère de leur production, puisqu'ils dirigeaient des journaux qui mouraient instantanément, aussitôt qu'ils étaient imprimés. Au point que d'ailleurs, ils m'ont souvent raconté que leur immense plaisir par rapport à la chose écrite était de dissoudre aussitôt, porter le point final à un texte, la valeur de ce texte qu'ils venaient d'écrire. Ça m'a toujours fasciné. Ça vous conduit assez vite à considérer que la vie n'est qu'une forme d'éternelle répétition d'un bouclage et d'une chose très fragile qui commence, qui passe, qu'on oublie et qui recommence. Voilà, ça c'est l'idée de Péguy qui disait que lorsque l'on ouvre Homère, on ne vieillit pas alors que le journal est déjà mort aussitôt qu'il est ouvert. Sur cette idée de la civilisation qui est on a tout à perdre et la barbarie, ils ont tout à gagner, ça dit beaucoup du monde d'aujourd'hui. Peut-être. Ça dit surtout beaucoup c'est un résumé très rapide, très grossier, très brut de la guerre de Troie. On a tout à perdre, c'est Priam sur les remparts, qui a sa ville. Et puis ils ont tout à gagner, ce sont les Achéens qui arrivent, pleins de la vigueur de l'envahisseur. C'est le nouveau monde devant l'ancien monde, c'est le monde de la mer devant le monde de la terre, c'est le monde enraciné devant le monde du mouvement. C'est la définition, pour moi, de la civilisation et de la barbarie. On peut ensuite la transposer dans tous les champs. On peut dire que c'est la ligne de fracture qui sépare les sociétés nées du très long enracinement des sociétés du mouvement. Encore une fois, la terre et la mer. Et à ce moment-là, il ne faut pas faire évidemment d'analogie trop hâtive, mais je crois que l'histoire des hommes a été faite de cette rencontre, souvent funeste, entre les sociétés qui vivaient à l'ombre des remparts et qui essayaient de défendre un donjon, et puis des sociétés du glacis, de la plaine, qui se lançaient à l'assaut. C'est ce qui se passe en tout cas sur la plaine de Troie, c'est ce que cette formule essaye de rassembler de manière un peu rapide, et c'est probablement ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ça n'est finalement qu'une expression assez ordinaire de ce qui arrive depuis des dizaines de milliers d'années.
Il y a une chose qui a changé, si je vous ai bien lu, c'est la figure du héros. Vous dites si l'ambition suprême est la mémoire collective, la hantise est l'oubli. Dans la Grèce antique, la volonté de laisser une trace pour l'histoire est fondamentale. Oui, mais on pourrait dire qu'aujourd'hui également, la nouvelle technologie a créé un changement de comportement assez extraordinaire qui consiste à donner l'envie et la possibilité à tous les hommes dotés de ces petits engins de nouvelles technologies de croire qu'ils laissent une trace et de croire qu'ils sont singuliers en faisant strictement tous la même chose. Ce qui est très impressionnant, ce qui est très contradictoire, ce qui est tout à fait paradoxal. Le héros grec est ému par la même ambition, passer à la postérité, sauf que l'action par laquelle il pensait qu'il allait passer à la postérité était une action qui le distinguait, qui le plaçait au sommet de la hiérarchie des comportements des hommes, soit parce qu'il avait célébré et vénéré la beauté plus que quiconque, soit parce qu'il avait commis une action de très haute vertu éthique et héroïque, et physique d'ailleurs parfois. Tout l'Iliade est traversé par des chants qui portent le nom d'Aristie. L'Aristie dans la Grèce antique, ça voulait dire le moment où l'homme se livre à un déploiement de charges physiques tout à fait héroïques où il risque sa vie. Et si jamais il meurt dans l'exercice du combat, dans sa fureur, il sera chanté par ses successeurs, il sera passé à la mémoire et il aura réparé cette immense injustice que subit le mortel, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire nous, de ne pas être éternel comme les dieux. Eh bien, il peut réparer cette injustice-là en acquérant une immortalité de la mémoire. Et la preuve, c'est que nous sommes toujours en train de parler d'Achille et d'Hector et de Diomède et d'Ajax. C'est parce qu'ils sont passés à la mémoire, ils ont ainsi acquis cette catégorie de l'éternité des dieux. Voilà, ça c'est l'héroïsme grec, auquel s'ajoutent deux choses. Premièrement, une conformité à l'ordre du monde. N'est pas héroïque celui qui se livre au déchaînement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas dire que Achille soit un héros grec, parce que Achille est devenu fou. Il a dégoûté les dieux, il finit dans les enfers. Et puis deuxièmement, est héroïque également celui qui maîtrise le verbe. C'était une donnée, c'était une modalité de l'héroïsme qui est très importante chez Homère. Celui qui est capable d'haranguer ses pairs, ses semblables, de monter sur la barricade et de galvaniser l'armée, est un héros. Cela dit, entrer dans la mémoire collective et maîtriser le verbe, c'est une assez jolie définition de l'écrivain, non ? Oui, enfin, oui, on peut dire ça. À ceci près que, d'abord, c'est pas parce qu'on est écrivain qu'on maîtrise le verbe, hélas. Et deuxièmement, oui, ça se sent, effectivement. C'est pas parce qu'on publie quoi que ce soit qu'on rentre dans la mémoire collective. Je crois même que souvent, c'est le constat qu'on a rejoint les zones d'ombre de l'oubli général. Une dernière question avant de me tourner vers la salle. Je ne sais pas si on peut dire qu'Homère est le premier féministe. En tout cas, très clairement, et vous le racontez formidablement, page 112, il a très bien compris que les femmes étaient beaucoup plus intelligentes que les hommes. Dans l'Odyssée, les hommes vivent des aventures qui sont fomentées par les femmes. Les hommes ne maîtrisent rien. Oui, ils font la guerre à cause d'une femme, Hélène. Ils sont tous manipulés par Aphrodite, Héra ou Athéna. Ulysse, quand il revient, est secondé sans le savoir, par Athéna, qui est son amie, qui est sa complice, qui est une sorte de femme, mère, amante, avec des rapports très étranges, très ambigus, une sœur, une sorte de dame blanche qui l'accompagne au cours de son retour. S'il veut rentrer, c'est parce qu'il pense à Pénélope. S'il est détourné de sa quête finale, c'est-à-dire du retour chez sa femme et dans son empire, c'est parce que des magiciennes et des sorcières le détournent. Et comme c'est un homme, et ben forcément il est faible. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors évidemment, non, mais que celui qui véritablement ne passerait pas 8 années avec Calypso lui jette la première pierre. Enfin,
Vous savez, Antoine Blondin, quand il avait lu l'Odyssée, avait dit on devrait sous-titrer l'Odyssée Ulysse, maman t'attend. Ce qui n'est pas très aimable, ce qui est un peu grossier, mais enfin ce qui est assez drôle. Parce qu'on peut imaginer qu'Ulysse rentrant chez lui et devant, une fois passé l'émulation extraordinaire du retour, la fête, les retrouvailles, l'excitation, émoustillé certainement, puisqu'en plus ils ont passé 20 ans loin l'un de l'autre, mais par la grâce de leur caractère semi-divin, ils n'ont pas ni l'un ni l'autre subi les ravages du temps qui passe. Donc ils sont tous les deux, l'une dans la pleine éternité de sa beauté et l'autre de sa vigueur. Donc même après 20 ans d'interruption, les choses reprennent dans leur prime jeunesse. On peut penser quand même qu'au bout d'un moment, Ulysse s'ennuie un peu, après avoir passé 20 ans à se battre et à combattre et ensuite à vivre des aventures au milieu de créatures somptueuses. Probablement le retour à une vie d'habitude et une vie ordinaire et une vie mesurée l'ennuiera. On n'en sait pas plus dans l'Odyssée, puisque Homère ne nous dit pas ce que fera Ulysse après, mais beaucoup d'écrivains ont essayé d'imaginer quelles seraient les suites. Voilà, je me tourne vers vous, mesdames, messieurs, pour vos questions à Sylvain Tesson. Qui veut poser la première? 2 questions, monsieur, si vous voulez bien. Là, je suis ici. La première, si vous avez à choisir entre la gloire d'Achille et la durée d'Ulysse, que choisissez-vous? Et la deuxième, d'où vous vient votre sens de la formule et partant votre goût du paradoxe? Alors, la question de Achille ou d'Ulysse, qui pourrait être celle de choisir entre le destin d'Achille ou le destin d'Hector, c'est à la fois une question cruciale et puis à laquelle il est impossible de répondre, mais c'est la question cruciale d'Homère. Doit-on choisir tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la gloire, l'éternité, l'héroïsme, ou au contraire une vie calme et douce, la vie du retour, la vie de la mesure, la vie de la tempérance? Je crois que ce que propose Homère, c'est que nous choisissions. Mais ce qu'il sait très bien, c'est que nous ne pouvons pas choisir. Et il me semble que beaucoup d'entre nous, enfin tout ce que je vais dire là est très banal, car nous sommes tous traversés par ce tiraillement. Enfin, nous sommes tous torturés par ce tiraillement. Et toute la question de l'existence est d'essayer de choisir l'extrémité de ce spectre. Moi, j'oscille. Non pas du tout que je me livre comme Achille à des actes héroïques, ce serait bien vaniteux de le penser, mais je me livre parfois à des actes un peu excessifs. Et puis par moments, je rêve de revenir vivre entre mes parents le reste de son âge, comme disait Du Bellay dans son poème. Je connais cette oscillation entre l'arrêt et le mouvement. Dans Les Dames de Californie, Joseph Kessel, quand il a rejoint San Francisco en train, en traversant l'Amérique, pour ensuite aller rejoindre Vladivostok, où il a combattu dans les armées blanches de Sibérie au moment de la Révolution et de l'arrivée des bolcheviks dans l'extrême-orient russe. Joseph Kessel a ce mot très beau, il dit « Je n'ai jamais réussi à résoudre l'équation qui me tiraille entre l'arrêt et le mouvement, entre Ulysse et Achille, entre la douceur et le déchaînement, entre l'oubris et la tempérance. » Je ne sais pas, moi je ne choisis pas, j'ai des penchants, je suis attiré, je papillonne, mais pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à trancher le nœud gordien pour continuer dans les expressions et les analogies antiques. Alors ensuite, vous posez une deuxième question sur le sens de la formule. D'abord, je vous remercie, c'est plutôt un compliment que vous me faites. Moi, malheureusement, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir le sens de la formule, sinon je serais beaucoup moins bavard et il me suffirait de quelques mots pour répondre à vos questions par une formule. J'ai un immense goût pour les formules, parce que d'abord, je trouve que c'est plutôt poli d'user de la formule, parce que ça n'accapare pas l'attention de ceux qui vous écoutent. Et puis, je trouve merveilleux l'idée de la concentration, du précipité au sens chimique du terme,
de la pensée dans quelques phrases. Je trouve que lorsque Aldous Huxley revient de son tour du monde en bateau à 24 ans et qu'il dit « la Terre doit être l'enfer d'une autre planète », je trouve qu'il y a dans cette phrase le rassemblement de tout le constat d'échec de l'expérience humaine. Je trouve que c'est une phrase glaçante, c'est une phrase terrible, mais qu'elle vaut finalement de longues descriptions des malheurs du monde. De même que lorsque Alexandre Vialat conclut une de ses chroniques dans les journaux de la montagne par la phrase « L'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau », je trouve qu'il y a là une grâce, une drôlerie merveilleuse. Et d'ailleurs, ce sont les formules qui nous font rire ou les formules qui nous glacent davantage que les discours de Fidel Castro qui finissent par nous endormir. Alors moi, je suis plus du côté de l'agent vivifiant plutôt que du sédatif. Alors j'aimerais être un grand spécialiste de la formule. Et j'ajoute pour conclure que vous avez tout à fait raison de souligner que la formule entraîne le paradoxe, parce que dans cette espèce de tentative de réduire une pensée dans le moins de mots possible, on est attiré par deux mauvais penchants. Le premier est évidemment de procéder à de la pensée rapide. Vous comprenez, il y a un moment où il faut ne pas s'embarrasser de la nuance. Donc il y a une grande mauvaise foi de la formule, et puis du paradoxe, de la contradiction, parce que tout l'intérêt de la formule est précisément de se mordre la queue, d'être une tautologie, de contenir une contradiction, et ce qui accroît sa drôlerie, sa valeur ou son caractère saillant. Voilà, je voudrais simplement vous en faire part d'une autre, mais pour montrer combien parfois la formulation des choses par l'aphorisme permet d'abord de gagner du temps, et puis ensuite de se faire une image, quasiment une image mentale, comme quand on regarde un tableau alors qu'on est en train de décrire une situation complexe. C'est la manière dont Ignace de Loyola a défini sa méthode politique et gouvernementale de rapport aux sociétés. C'était au moment où il était en train de fonder la Compagnie de Jésus. Et il a dit cette phrase qui pourrait être le slogan politique d'un très jeune président de la République qui vient d'être élu en France. Je fais rentrer chacun par sa propre porte, je le raccompagne toujours par la mienne. Oui, donc vous avez passé tout un été sur l'île de Tinos, et j'aurais voulu savoir ce que vous avez pensé de la Grèce moderne, la Grèce actuelle, et si vous avez pensé qu'elle était proche ou éloignée de la Grèce antique que vous avez lu, parcouru dans les textes, notamment ceux d'Homère. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question parce que je me suis isolé dans un pigeonnier vénitien de l'île de Tinos. L'île en compte plusieurs centaines. C'était des pigeonniers qui appartenaient au prince de Venise. Et je voulais, moi, recourir absolument à l'isolement. Donc j'ai rencontré personne, sauf quelques Russes qui étaient venus fêter la Pâque orthodoxe et qui venaient dans des villages dans l'île de Tinos. Donc ma connaissance de la Grèce moderne est nulle. Sinon, la connaissance d'un lecteur de journaux qui connaît les vicissitudes par lesquelles sont passés le pays, économique notamment. Vous posez la question de savoir si on peut reconnaître dans le grec moderne le grec antique. Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'histoire, le génie, ce miracle qui s'est passé il y a quelques millénaires dans les miettes de cailloux de la mer Égée, s'est-il continué? A-t-il un écho aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça laisserait penser que les contemporains que nous sommes recèlent encore quelques échos de leurs prédécesseurs antiques. Mais je ne peux absolument pas vous le dire. Il faudrait pour cela que j'ai rencontré des Grecs modernes, mais semblables. Je ne sais pas. Merci. Delphine de Candolle. Dans le dernier ouvrage de Romain Gary, Les Cerfs-Volants, qui pour moi est un des plus éblouissants, de ses plus éblouissants livres,
Romain Gary définit la grâce par le mouvement. Et je me demandais ce que vous en pensiez. J'aime profondément cette idée. Elle a d'ailleurs des formulations très diverses. Il y en a, alors je ne connaissais pas celle de Romain Gary, vous me dites, qui définit la grâce par le mouvement. Oui. Kerouac, lui, sur la route, explique que dans les années 50, les jeunes Américains, étouffant dans l'espèce de macartisme du cauchemar climatisé qu'avait bien défini Miller, que les jeunes beatniks de cette génération étaient partis sur la route, on the road. C'est le livre de Kerouac. Et il commence par cette phrase: nous recourions à notre vraie nature, le mouvement. C'est-à-dire que c'est le mouvement non pas uniquement comme état de déplacement, mais c'est le mouvement comme état propre, comme catégorie de l'être. Oui, moi je crois beaucoup à ça. Je suis un être du mouvement avec un enracinement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'idée du port d'attache. Mais j'aime beaucoup demander au mouvement ce que ne m'apporte pas l'immobilité. C'est-à-dire le jaillissement de l'imprévu, l'insulte aux habitudes, et puis une certaine manière de calmer un vitalisme peut-être un peu excessif. Pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait pour calmer la bête, mais malheureusement j'ai guéri. Et guérir, c'est en fait retrouver ces vieux démons. Alors la médecine est très contente parce que tout à coup vous vous relevez et vous êtes guéri, mais en réalité les médecins ne se rendent pas compte qu'ils nous privent de la possibilité que nous avions de devenir un autre en nous guérissant. Et ça, c'est tout à fait dommage. Alors moi, j'ai recommencé, j'ai eu des petits déboires de santé, et puis ensuite j'ai recommencé à circuler autour du monde, et j'y ai trouvé... je ne sais pas si j'ai trouvé une grâce, mais enfin, en tout cas, j'y trouve beaucoup de plaisir. Le temps passe à toute vitesse. La dernière question, ce sera la dernière. Elle sera pour vous, madame. On vous apporte le micro. Vous vous êtes branché sur le Moyen-Orient, on ne peut que s'en réjouir, mais entre la Sibérie et la Grèce, il y a le Caucase Nord, le Caucase russe. Est-ce que vous avez songé à y aller une fois ? Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. J'ai eu l'occasion d'aller dans le Caucase du Sud, dans le Daghestan, dans la Svanétie géorgienne, dans le Daghestan azéri, dans l'Abkhazie, qui est russe maintenant, mais jamais dans le Caucase du Nord. En revanche, j'ai eu l'occasion de lire Les Cosaques de Tolstoï, qui raconte la rencontre entre les vieux Cosaques du Caucase du Nord et des officiers, les jeunes officiers qui sortent de l'école des cadets de Saint-Pétersbourg. Et il y a cette rencontre superbe entre un vieux cavalier cosaque qui connaît les mystères de la nature, qui n'a pas complètement coupé les liens avec la connaissance organique. Et voilà que ces jeunes cadets de Saint-Pétersbourg arrivent tout gonflés de leur orgueil de jeunes majors de l'école militaire, tout emplis de leur connaissance. Et ils vont faire une reconnaissance dans la forêt avec le vieux cosaque, et ils ne savent pas lire les traces dans la forêt, ils ne savent pas comprendre les changements de la météorologie, et le cosaque a ce mot superbe: ils sont savants mais ils ne savent rien. Voilà, mesdames et messieurs, je vais vous demander encore... Bah oui, on peut applaudir, bien sûr. J'aimerais qu'on remercie le musée Barbier-Muller d'avoir eu l'initiative de cette rencontre, qui est peut-être la première d'une série. En tout cas, merci au musée, merci pour la visite de tout à l'heure que vous avez faite au musée. Merci à l'ensemble du personnel du musée et de la Fondation de nous avoir accueillis. Merci à la directrice et au personnel du Théâtre Les Salons de nous avoir accueillis aujourd'hui également. Et on peut les remercier avec des applaudissements.
Et puis j'aimerais qu'on remercie encore une fois pour sa générosité et son sens du partage, Sylvain Tesson.